Alors, short USD CAD, 30,57, stop loss 37 pips, risque diminué de 50%. Tu vas me dire pourquoi. Prise de position tardive, prise de position tardive en phase 2, phase 1 en M30, G25, sur 50%. Ok, alors on commence par l'analyse d'abord. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur USD CAD, etc. Ok, alors pour l'USD CAD, donc on est toujours dans ce range mensuel et hebdo. Là, je me suis dit, je vais garder les setups éventuellement pour le billet vendeur. Okay. Bon, j'ai raté l'opportunité. Je suis rentré un peu tard dans la phase, en H4. Donc, j'ai attendu justement l'opportunité, c'est-à-dire un début de phase 1 en M30 pour le gérer vraiment en petite unité de temps, c'est-à-dire en M5. Ok. Donc, je fais du coup une petite parenthèse là-dessus. Donc quand vous loupez un trade, vous avez plusieurs possibilités. C'est soit vous le rattrapez à l'arrache. Donc rattraper à l'arrache, ça veut dire que vous le prenez. Mais déjà vous le prenez bien sûr que si le trade que vous avez loupé est toujours d'actualité. Alors je précise parce que on a déjà sorti, j'ai loupé là, mais comme une semaine après on est revenu au même niveau de prix, je le prends. Donc non, bien évidemment, vous le reprenez que si le trade que vous auriez pris est toujours valide. Donc ça, vous le prenez directement comme ça avec Alors ce qui est important de faire, c'est que il faut que vous mettiez le stop loss au même endroit que le stop loss devrait être à ce moment-là. Alors peut-être que je me suis mal exprimé. En fait, si vous rentrez là et que si vous étiez rentré ici, votre stop loss aurait déjà été descendu, en fait, il faut utiliser le stop loss qui a été redescendu, ce qui est logique en fait. Soit vous faites comme a fait Eric, vous allez sur une plus petite unité de temps en prenant un trade. Alors, il faut avoir la chance qu'il y ait une opportunité parce que si ça part en flèche et que vous n'avez pas d'opportunité de rentrer, pas de bol pour vous. Ok. Donc toi, tu as été prendre le trade en M30, rentrer ici, et après j'ai lu une gestion en M5. Alors, qu'est-ce qui t'a fait gérer le trade en M5 faire aussi pour alors déjà comme j'avais raté un peu le call, donc j'ai diminué mon risque de moitié au niveau de l'exposition et donc comme j'avais le temps de rester de regarder l'évolution des graphiques, j'ai regardé un peu en M5 comment ça se passait et comme j'avais je remarquais un léger canal haussier, mais bon voilà, c'était assez léger. Je me suis dit que bon, je vais retirer une partie et si jamais ça repart à la baisse, je pyramiderai à ce moment-là. Okay, sauf que le mouvement après c'est retourné. Exactement. Donc c'est une très très bonne manière de penser. L'idée c'est vous avez loupé le trade, vous prenez le trade avec un plus petit risque et puis vous récupérez plus tard si ça continue de chuter avec un petit pyramidage, une manière en fait de gérer comme une position. Ça marche. Bon, donc sortie M5 ok. Et du coup, alors le reliquat il s'est fait sortir quand c'est remonté. Mais c'était quoi? C'était en paire, t'as break-even? Non, comme je n'ai pas bougé le stop loss, il y a la nouvelle justement, il y a une nouvelle qui a fait bondir le graphique et du coup qui a fait toucher mon stop direct en fait. C'était lié soit par rapport à la Banque du Canada ou les prix à la consommation. C'était comme dit. Ok. Écoute, dommage. Bon après t'as rien loupé, hein. Un trade était pourri, mais dommage de ne pas avoir pris le trade au moment. Alors c'est vrai que c'est hyper chiant. En fait quand vous avez une news qui est importante comme ça, il y a deux possibilités. Et cette semaine on a eu deux possibilités qui étaient hyper chiantes. Donc soit la solution, la chance en fait, c'est quand vous avez un trade qui part le matin, qui déroule pendant toute la journée. Et finalement, après, vous avez le FOMC le soir. Donc là, vous êtes content parce qu'il y a eu un grand mouvement. Donc vous pouvez prendre un bénéfice sympa avant le FOMC. Et puis, vous pouvez laisser le reliquat ensuite travailler. Et si vous avez de la chance, ça continue dans votre sens. Et après, il y a deux autres cas. Et c'est deux cas que moi, je me suis pris cette semaine. Donc le premier, c'était le cas de l'USD CAD. Donc on attend. Finalement, le FOMC sort. Il y a un mouvement gigantesque qui se produit. On rentre ici. La tendance H4 est très petite et du coup on fait un micro gain, et 70 pips je crois, un truc comme ça. Et l'autre cas qui était le cas le plus chiant, on va en reparler après, c'est l'USD Yen.
où là, finalement, il y a un signal en début de matinée, enfin fin de matinée ou début d'après-midi, je ne me rappelle plus. Et malheureusement, le mouvement est trop petit, et arrivé au FOMC, il n'y a pas assez de gains pour dire bon, c'est bon, maintenant, je mets break-even, je prends un bénéfice, etc. Donc c'est les deux cas qui sont super chiants quand on trade une news. C'est on rentre après une énorme bougie, du coup la moitié du mouvement est déjà fait. Ou alors on rentre, finalement il y a un tout petit mouvement qui se fait avant la news et du coup c'est une situation qui est très inconfortable puisque on est obligé de couper une partie du trade parce que c'est un trop gros risque de rentrer là, par exemple, alors que la news elle est juste là. On va reparler après du coup sur le DM. Ok. Merci Eric. On passe, je shift le micro à Joël. On va rester sur les décales et puis on reviendra après sur toi pour Yann. C'est Joël. Salut Pascal. Alors, attends juste. Joël. USDK. C'est donc celui-là. Ok. Alors, je t'écoute. Alors, le premier graphique c'est de ce qui est H4. Ouais. Enfin, c'est le graphique H4 avec tous les trades que j'ai fait en même temps. Donc, le premier, en fait, le tout premier trade sur lequel tu as souris, ça, je sais pas, je voulais absolument trader. Donc, moi, j'ai pris un twist en M30. Et, évidemment, ça s'est terminé par un échec. Ça s'est directement retourné contre moi. Là, quand tu dis twist, tu parles du truc de la turtle. Oui, tout à fait. Donc, alors après, le problème c'est que comme on a un range, donc une tendance sur en 4 heures, si j'ai bien compris, tu es rentré avant la cassure du support. Oui, j'ai vraiment manqué de recul sur ce coup-là. Ouais. Qu'est-ce que tu avais vraiment envie de prendre un trade comme ça Je sais pas, c'était un risque tout petit, j'ai pris 25% ou un truc comme ça. Et j'ai vu le twist, et je me suis dit allez hop, go, et puis voilà, directement c'est une leçon d'humilité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un twist, en fait, c'est ce qu'on a trouvé pendant la turtle qui remplace un peu les phases 1 et tout. C'est, vous voyez, toutes les moyennes mobiles qui sont ici, quand vous avez une tendance baissière, par exemple sur le H4, dès que vous avez les moyennes qui s'entremêlent en M30, c'est que vous avez une correction et donc on va rentrer à la fin de la correction plus connement. Mais bon, là, effectivement, comme le give under est bien, maintenant, c'est vrai que, alors n'oubliez pas, là c'est classique. On a un biais vendeur parce qu'on est en haut du range du USDK. Oui. Rappelez-vous, on aurait un biais acheteur que si on cassait, ce qu'on avait samedi, que si on cassait le range du USDK. Donc, dans un range, un biais vendeur, ça veut dire que si on a un range, il faut vendre le haut du range ou vendre la cassure du range. Donc, ton deuxième trade, il est OK. Bon, le premier trade, malheureusement, non. Si tu avais vendu le haut du range, à la limite, j'aurais préféré, parce que là, ça aurait été une belle spéculation, ou la cassure du range, mais dommage pour ça. Ok, et du coup, le deuxième trade, donc lui, il me paraît bien. Ça, c'est la cassure 4, oui, tout à fait. Okay. Et la gestion de ce trade, alors descend encore, ça c'est le twist, et descend, voilà. Donc ça, c'est vraiment le deuxième trade que j'ai pris en H4. La première flèche, c'est l'entrée. J'ai fait un petit renfort un peu plus bas sur la cassure d'une espèce de range. Ok, ouais, le petit range ici M5 là. J'ai mis un stop loss, on voit la petite ligne rouge, c'était mon stop loss pour cette partie-là, je me suis fait sortir. Ok. J'ai retenté juste après. Ok. Et là j'ai descendu mon stop même de ma position initiale et je me suis fait sortir un peu plus tard. Et t'as revendu ici. Oui, ça c'est un autre trade en fait, c'est le trade suivant. Donc t'as le trade avec l'entrée H4, t'as le renfort et la deuxième tentative. Et puis après, la dernière flèche vers le bas, je considère ça comme un autre trade. Et il y avait en même temps un twist et une cassure du dernier plus bas. Et le CPI m'a fait sortir. Alors, donc, et si je comprends bien, la sortie du trade H4 du coup, c'est là Non, ça c'est la sortie juste du renfort. Ok, donc c'est ici. Oui, ça c'est la sortie complète du trade, c'est à ce moment-là que le trade était clôturé complètement. Ok. Donc moi, je suis sorti ici, puisque j'avais. Alors comme le niveau était vachement loin, j'ai préféré en fait sortir une partie du trade à ce niveau-là, et le reste du trade en fait a été sorti tout à l'heure sur le stop loss qui avait été redescendu à break-even à peu près ici.
Donc moi, là, la question que j'ai posée, c'est, bon, je vais oublier un peu ces deux twists, c'est au niveau du renfort. Et quel profil tu as utilisé? Parce que donc soit on renforce en réinvestissant des gains, soit en rajoutant du risque. Alors moi j'ai préféré, donc en fait avec Ando cette semaine on voulait bosser là-dessus, on voulait bosser sur le pyramidage. En fait ce qu'on voulait attendre en fait c'était que le H4 en fait se calme et qu'après il y ait une nouvelle tendance H4 pour commencer à travailler le pyramidage. Donc on a pris du coup qu'un seul trade. Alors moi la question c'est comment tu as géré ce renfort, donc quel est le risque, comment tu as pensé tout ça, la sortie elle est ok. Ensuite tu as fait une deuxième tentative, donc normalement, ça dépend comment tu vois. Est-ce que c'était pour pyramider le premier trade ou est-ce que c'était juste un setup en fait M30 puisque il y avait la cassure du plus bas et du coup c'était tout simplement un trade à prendre en M30 dans le sens de la tendance H4. Là pour moi c'était juste une petite correction H4 et le but c'était de pyramider le premier trade. Ok. Donc moi je suis d'accord pour l'entrée H4. Le renfort tu vas me dire comment tu as fait. Pour la deuxième opportunité ici il n'y a pas de souci. Parce que finalement dans cette tendance H4 il y a donc la première opportunité, on va dire double signal et le 30 H4. Ensuite, il y a la deuxième opportunité du 22. Donc ça fait une impulsion, deuxième impulsion, et là du coup c'est le début de la troisième impulsion. Alors comme c'est la troisième impulsion, n'oublie pas qu'il faut risquer moins. Donc ça j'espère que tu as pensé. Oui, tout à fait. Nickel. Et alors du coup le renfort, donc là cette question, c'est combien tu as risqué? Est-ce que tu as réinvesti une partie d'un gain ou comment ça s'est passé? Alors le truc c'était, il y avait un petit gain. Donc ouais. le stop loss était redescendu et par rapport au risque initial, c'était divisé par deux. Donc je sais plus, j'ai risqué je pense 30% ou 40% d'une position normale et donc en descendant mon stop en première position, je risquais plus que peut-être 10 ou 15%. Ok. Donc dans le pire des cas, tu perdais en tout 15% si jamais ça remontait en flèche. Ouais, sur celui-là. Ok. Jusque-là, le fait de prendre le deuxième renfort, par contre, ça a augmenté mes pertes. Ok. Donc, écoute, il n'y a rien à dire de. Enfin, moi, quand je suis ok pour l'entrée H4. Le renfort, moi, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci. Le twist ici, je le comprends. Bon, après, c'est juste là, c'est dommage d'avoir retenté parce que, comme le H4 après fait une incapacité à aller plus bas, du coup, tu es plus censé prendre le trade en M30 et vaut mieux attendre en fait une nouvelle tendance H4 pour continuer à trader. Donc on va dire qu'à part le tout premier trade que tu as pris ici et le tout dernier que tu as tenté tout à l'heure, bon, pour moi c'est ok. Attends, je comprends pas, le dernier trade pour moi c'était l'impulsion H4 suivante, quoi, c'était... Alors quand je fais mon découpage, alors le M30, il est là. Oh, je suis trop gros. Voilà. Quand je fais mon petit découpage en M30, j'ai donc impulsion, correction, impulsion, correction. Donc moi après j'ai vu ça déjà comme la réintégration. Après j'avais décidé de sortir un peu plus tôt. C'était ici parce que vraiment je le sentais plus. Puis j'avais décidé de prendre ce niveau pour la réintégration. Et ensuite si je continue sur mon découpage, j'ai un truc comme ça. Donc si tu veux le H4 à partir de ce moment-là ou même de ce moment-là, c'était mort. Donc en H4, je voyais plutôt un range comme ça. Et voilà pourquoi pas reprendre de trade en M30 à ce niveau-là. D'accord, ok, ça va, je comprends. Ok. Ça roule. Bon, écoute, c'est bien dommage parce que c'était... Bon après, il n'y avait rien à gagner dessus, mais c'est dommage que tu as fait quelques pertes. Moins 42. Bon après, c'est pas les vrais ratios, ça, c'est les ratios juste à l'issue du trade. Enfin, c'est pas... il n'y a pas les coefficients. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Sans les coefficients. Ok. Et du coup, alors, tu t'en sors avec combien de pertes avec le vrai coefficient sur la tentative SDK? En moyenne, je pense qu'on peut diviser par 3, faut que je regarde sur le tableau. Mais oui, c'est quoi, un 0,50, un truc comme ça 0,60. C'est pas énorme. Ok. Alors, avant de parler du plan que nous on avait en tête, je vais passer à Adrien, je crois. Ouais, c'est ça. Pour continuer les SDK d'Adrien. Et ensuite. Tu m'entends? Ouais, c'est Adrien.
Alors, USD-CAD. Bon, tout le monde a la même analyse. Donc, sommet du range, journée hebdo, c'est pas de souci. Réintégration d'air, ok. Sortie de conversion H4, ok. Entrée à la louche parce que tardive, dommage. Stop loss logique en conséquence, ok, parfait. Unité de risque 1,25, c'est un peu gros. Descente du stop loss sur le dernier sommet H4, super. Et du coup, sortie sur le niveau H4. Écoute, classique, rien à dire. Est-ce que tu as des questions ou autre comme ça? Ouais, est-ce que quand je rentre en H4, je dois regarder le M30? Quand tu fais ton entrée là comme ça, là, Ouais. Ou en général, sur un Et, CL H4, est-ce que je dois regarder l'unité en dessous? Par exemple, j'ai non, retourné mon H4 faut, en compression. faut toujours que tu prennes. Attends. Non, faut toujours que tu prennes du recul et non pas que tu ailles dans le détail. Pourquoi? Parce que quand tu as un setup H4, en l'occurrence une grosse accélération comme ça, si tu vas voir le M30, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir que le M30 est sans doute à la fin de la tendance M30, donc ça va peut-être te bloquer, donc peut-être que tu vas pas rentrer. Donc non, il faut éviter de regarder les petites unités de temps, parce que en regardant les petites unités de temps, tu vas toujours te trouver soit une raison pour ne pas rentrer, alors que tu ne vas pas te faire chier avec ça, soit une raison pour rentrer. Donc non, tu prends du recul, mais tu vas pas dans le détail. Ok. Ok. Bah écoute, gestion du trade parfaite. Nous, c'est exactement comme ça du coup qu'on a géré le trade. Bon, c'était l'entrée H4, ensuite descente du stop loss au-dessus du coussin M30. Première partie du bénéfice prise à la réintégration H4, mais bon, on a quasiment fait 70 pips même pas. Et puis après, le reste était sorti du coup aujourd'hui. Ok, merci Adrien. Donc, le plan, nous, l'idée donc qu'on avait, c'était bon, ça m'aurait bien aidé parce que le but c'était de travailler les renforts avec Anto du coup. Mais ça s'est pas fait. C'était donc de prendre le trade ici. Donc ça c'est ce qu'on a surveillé quasiment toute la semaine. Toute la semaine on était là, bon voilà, on va attendre la cassure du range, on va attendre la cassure du range, on va attendre la cassure du range. Ça a failli se faire ici, puis finalement c'est remonté, puis c'est redescendu, puis finalement c'est remonté, et finalement ça a été fait avec le FOMC. Donc l'idée c'était d'attendre déjà qu'on casse ce niveau. Alors ce niveau qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le dernier creux ici de la tendance journalière. Donc pourquoi en fait attendre ce niveau? Parce que pour moi c'était un niveau qui pouvait terminer la tendance H4, donc je préférais une belle cassure ici pour commencer à pyramider, parce que de toute façon en plus comme on gagnait rien pour l'instant, puisque entrer ici, le stop loss était redescendu ici, ça servait à rien, hein, il y avait un micro gain dessus. Donc c'est pas avec un micro gain qu'on peut réinvestir des gains, c'est ça que je veux dire. Donc l'idée c'était plutôt d'attendre la fin de cette petite bulle et d'avoir une nouvelle plus basse, ou en tout cas d'avoir une tendance qui était vraiment puissante, mais au moins qu'on cassait ce niveau. Donc l'idée c'était d'abord d'attendre ça pour pyramider, mais la vraie idée, et c'est dommage que ça se fera pas cette fois-là, c'est en fait un peu comme dit tout à l'heure Santi, c'est d'attendre une propagation du signal. Donc comme on a en fait un range en hebdo, si on a la cassure de ce range par le bas, qu'est-ce qui va se passer? On aura un gros décalage. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que comme vous allez commencer à rentrer tout en haut du range ici, avec des petits trades H4, et puis s'il y a eu la tendance qui se poursuit, peut-être quelques petites autres entrées pendant la semaine, voire les semaines qui venaient, qui continuent, en fait vous aurez une belle position là. Et si on pète ce niveau, ça fait des méga tendances. Et donc on aurait pu switch AP sur du trade de position et gérer le trade après quasiment que sur du journalier et gagner en fait un très gros trade. Et donc ça c'est une vision du trading parmi tant d'autres, qui est de dire en fait on va prendre plein de tentatives en H4, en intraday, etc. L'objectif c'est pas forcément de faire le gain sur le trade en lui-même, c'est-à-dire l'objectif c'est pas je rentre ici, je sors une partie là et je suis content de faire mon gain. Non, en fait là c'est juste un petit quotidien, une petite routine pour encaisser pour encaisser un petit peu de cash un peu toutes les semaines. Mais le vrai objectif en fait c'est que parmi la vingtaine de trades peut-être que vous allez prendre dans un range, peut-être que vous aurez la chance de commencer à trader à la vente juste la dernière fois avant que ce range ne soit cassé. Et si vous avez cette chance-là, et c'est pour ça qu'il faut tout le temps laisser les trades le plus longtemps ouverts possible, parce que pour l'instant c'est que des tentatives pourries. Hein. Les trades, voilà, vous vous rappelez, on avait commencé à vendre là-haut, bon, ça n'a pas fonctionné. À chaque fois ça a remonté. Alors on ne fait pas forcément de perte, parce que y a des gains qui sont enregistrés, les stop loss sont descendus, mais
Mais en fait, là, le vrai objectif, c'est de vendre dans la partie supérieure pour espérer une méga casse. Alors, on en a parlé un peu hier avec toi aussi, Fred. Donc, l'analyse de Fred, elle était pas mal. Donc, c'était le pétrole est très très bas, donc il ne peut que remonter. La Fed ne peut que remonter ses taux, donc obligatoirement, au bout d'un moment, il y aura une remontée de l'USD CAD. Donc, Fred, il a plutôt un biais, pas encore, je crois, si j'ai bien compris, mais tu as plutôt un biais acheteur long terme. Et alors que moi, j'étais plus pessimiste, et je me dis que vu que chaque fois que les taux d'intérêt sont repoussés, ça colle bien au trade baissier. T'es acheteur, bah écoute, parfait. Enfin, parfait pour toi. Ok, donc voilà en fait l'idée qu'on avait cette semaine avec Anthony. Donc comprenez bien le truc. Donc alors peut-être que vous ne voyez pas là vraiment où je veux en venir et que vous ne voyez pas la différence avec une approche plus traditionnelle. Mais en fait, on va dire que pour une approche traditionnelle, le but ce serait quoi? C'est de prendre des trades gagnants et d'en être content. Là ici, le but c'est de prendre un méga mouvement et les trades quotidiens ou hebdomadaires, ce sont donc pas le but mais les moyens qui nous amènent à arriver à ce but. Est-ce que, alors la petite différence c'est d'être un poil subtil, mais est-ce que vous voyez un peu là où je veux en venir ou vous ne voyez pas du tout la différence? C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe que le gros des gains, non, on l'a pas encore vu, Fred, on va voir après le livre. Le gros des gains va se faire sur des très gros mouvements journaliers hebdomadaires, donc trading de position, mais pour quand même prendre des trades de manière assez régulière, on va faire en fait du swing, de l'intraday de manière traditionnelle. Mais la performance, en fait, l'objectif de performance ne doit pas être lié aux trades que l'on va prendre toutes les semaines. D'accord? La performance, elle est liée au hasard, la chance, qu'à un moment donné, vous allez avoir, donc on provoque la chance. Donc, on va prendre un trade au bon endroit, au bon moment, et que juste après ce bon endroit et ce bon moment, il y a un méga mouvement. D'accord? C'est ça en fait le vrai objectif quand on dit qu'il faut laisser traîner les trades et qu'il faut pyramider. Tout ça, c'est pour arriver à ce résultat, à un méga mouvement qui se mettrait en place, et à ce moment-là, vous allez surfer pendant des semaines, voire des mois dessus, et vous allez être énorme sur ce trade. Ok? Ouais, on peut voir ça comme prendre un mouvement plus tôt, on peut voir ça comme des tentatives en fait de trading de position que l'on démarre un peu toutes les semaines en se protégeant, c'est-à-dire en prenant une partie du bénéfice sur la fin du mouvement H4, en redescendant les stops, enfin, plein de trucs comme ça. Ok, bah si le message passe, ce n'est que parfait. Du coup, on peut clôturer le CAD, c'est bon pour tout le monde, ou il y a encore des questions dessus? Ok. Alors pas cette année Fred, puisque toutes les opportunités, on va passer à l'USD, donc justement c'est sur l'USDN. Je crois qu'on en a parlé hier en plus avec toi. C'est que tous les trades en fait, en dehors des trades de position, donc c'est que tous les trades pris en swing et dont l'ambition est de les garder en position, ont été portés sur le yen, et à chaque fois il y avait des retracements très grands, et du coup à chaque fois systématiquement, même si le mouvement sur le yen est descendu énormément, en fait à cause des énormes retracements, à chaque fois les stop loss se faisaient toucher. Alors c'est pas forcément des stop loss en perte, c'est quand on redescend les stop loss, etc. et puis qu'on fait sortir. Donc du coup, pour cette année, pas de bol sur les trades démarrés en intraday, intra-week qui tiennent très longtemps. Et là c'est ce que je voulais tenter de faire cette semaine, mais pareil, trop gros retracement là sur le CAD et le SDN pareil. Ok, bon, on termine le CAD et on passe du coup au yen.